La grève des policiers au menu du Conseil des ministres de ce mercredi 6 mars et le gouvernement qui semble afficher son impuissance. Il affirme qu'il ne sait pas avec qui discuter. Les détails dans ce journal. La suite des auditions des témoins dans le procès du putsch manqué de septembre 2015. Monseigneur Paul Ouedraogo, l'archevêque des Bobo-Dioulasso, était à la barre aujourd'hui. Vous entendrez la quintessence de son témoignage. Et puis, au-delà de la polémique soulevée par le CFOP sur la couleur du pagne du 8 mars, cette année, la cacophonie semble avoir été évitée. Sur les marchés, seul le pagne officiel est en vente. C'est ce que vous verrez dans le dossier de ce 19h30. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Hier, nous vous montrions dans un de nos reportages des usagers très dépités, refutés au niveau du service des passeports, mais aussi des commissariats aux arrêts. Eh bien, ce qui apparaît visiblement comme un mouvement de grève de la police nationale est pris très au sérieux au plus haut niveau, puisqu'il a été discuté aujourd'hui même en Conseil des ministres. Mais problème, le gouvernement ne sait pas avec qui discuter, personne en face pour entamer les négociations. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le porte-parole du gouvernement. Écoutez, Rémi Fulgence d'Anguino. Le ministre de la Sécurité nous a fait également le point d'un mouvement qui a lieu au niveau d'un certain nombre de policiers. Le ministre a à sa demande donc rencontré l'UNAPOL, qui est le syndicat, qui a dit ne pas être derrière le mouvement. Le gouvernement voulait rappeler donc sa disposition à la discussion. Il est important que nous puissions discuter, mais il est important aussi que nous sachions avec qui nous discutons. Donc, après le mot, l'UNAPOL dit qu'elle n'est pas responsable de ce mouvement-là. Nous souhaitons donc avoir les personnes responsables discuter avec elle, étant donné que c'est un des principes du gouvernement, c'est de discuter. Le Premier ministre, je rappelle, a écrit une correspondance à l'UNAPOL pour leur signifier que après le FESPACO, il prendrait les dispositions pour discuter avec eux. Il a instruit le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale de rencontrer l'UNAPOL, ce qui a été fait. Il a instruit également le ministre de la Sécurité de rencontrer l'UNAPOL, ce qui a été fait. Et donc nous attendons donc ceux qui se mettent derrière ce mouvement-là, s'ils ne sont pas de l'UNAPOL, qu'ils s'assument et qu'ils viennent discuter avec le gouvernement sur les questions qui sont posées. Quoi qu'il en soit, le gouvernement reste ouvert à la discussion, mais rappelle que nous sommes dans un état de droit et qu'il y a des règles à respecter. Il y a un interlocuteur connu de la police qui est l'UNAPOL. Il y a également des règles d'engagement de nos forces de défense et de sécurité qu'il faut respecter, éviter de tomber donc dans les situations qui sont préjudiciables à l'image de notre pays, parce que ça fait la deuxième fois, par exemple, que certaines ambassades se voient privées de leur protection par la police. Ça pose un problème d'image de notre pays. Au-delà, l'image même de cette institution importante de notre pays qui est la police nationale. Après, les questions qui sont les questions de négociation peuvent être mises en œuvre, qui n'ont rien à voir avec les actes qui ont été posés et sur lesquels le gouvernement voudrait appeler à avoir de la retenue. Mais je rappelle, nous restons entièrement ouverts à la discussion. Identifions les personnes avec qui nous voulons discuter et nous allons discuter sur ces questions-là. Au cours de ce Conseil des ministres, il a été également question d'énergie. Vous le savez, nous entrons bientôt, nous y sommes déjà même, dans la période de forte chaleur avec son corollaire de manque d'électricité. Eh bien, l'une des solutions du gouvernement et dont le rapport a été adopté aujourd'hui, c'est le backup solaire qui devrait permettre à plus de 5000 ménages de profiter d'électricité, mais aussi à des PME et PMI. Comment tout ce processus va fonctionner? Voici les détails donnés par le ministre de l'Énergie. Écoutez, Bachir Ismaël Ouedraogo. Le Conseil a adopté donc le rapport sur les backups solaires. Le backup solaire pour les ménages, les PME, PMI, pour permettre à ce que nous puissions en tout cas aider les ménages, les PME, PMI à avoir donc de l'installation solaire. Vous savez, aujourd'hui, donc, nous avons l'un des kilowattheures les plus chers de la sous-région, à savoir que pour les ménages, nous avons en moyenne autour donc, de 130 francs. Aujourd'hui, le Burkina Faso a l'un des meilleurs ensoleillements au monde et nous sommes vus dans la sous-région comme étant donc, les leaders en matière d'énergie renouvelable et énergie solaire. Et avec les backups, vous êtes à mesure donc, de sortir des kilowattheures autour donc, de 50 francs le kilowattheure. Ça vous dit que ça permettra à nos industries d'être plus compétitives parce que quand vous importez de l'énergie avec la Côte d'Ivoire et le Ghana,
et que vous avez un des kilowattheures les plus chers, vous avez beau faire des efforts, vous ne pouvez pas vendre avec la sous-région. Et donc, ce rapport-là va permettre déjà d'aller dans ce qu'on appelle un crédit à taux zéro. Hein. Donc, vous avez donc la possibilité d'avoir un backup solaire qui va être immédiatement installé chez vous et graduellement vous remboursez. Chaque mois, en fonction donc de la capacité que vous avez eu donc à installer, vous remboursez une certaine somme, donc pour une concurrence peut-être de 2-3 ans, en fonction de ce que vous payez en amont et de ce dans quoi donc vous vous êtes engagé. C'est-à-dire que nous avons étudié vraiment des mécanismes assez souples pour permettre à ce que les ménages, les PME, PMI puissent vraiment s'en acquérir. Et ce que nous avons aussi pris comme engagement, c'est de garantir le matériel. Et le projet est basé en ce moment au niveau donc de l'ANERE, l'agence pour la promotion des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, pour mettre l'accent sur la qualité du matériel et aussi les garanties, pour permettre à ce que le matériel qui sera donc installé puisse être vraiment garanti et faire de telle sorte que vraiment le consommateur puisse être protégé. L'un dans l'autre, c'est un projet innovateur, c'est l'un des premiers dans la sous-région. C'est l'État même qui s'est engagé pour accompagner donc ce projet. Nous avons déjà pas mal d'engouement au niveau donc de Ouaga et nous espérons à terme donc pouvoir donc pour la première phase installer les backups pour autour donc de 5000 ménages. Voilà le secteur énergétique burkinabé qui fait face à d'énormes difficultés depuis plusieurs années maintenant. Mais il n'est pas le seul. L'éducation aussi est fortement éprouvée ces dernières années. Et ce secteur peut compter sur le partenariat mondial pour l'éducation qui est en train d'élaborer un nouveau projet au profit du Burkina. Depuis hier, plusieurs responsables de cette organisation sont à Ouagadougou. Compte rendu, Rémi Lambert-Nébier. Depuis une dizaine d'années, le partenariat mondial pour l'éducation est d'un appui de taille pour le secteur éducatif burkinabé. La présence des premiers responsables de cette organisation au Burkina Faso est donc une aubaine pour les ministères en charge de l'éducation de solliciter le soutien de ce partenaire pour les nouveaux défis auxquels ils sont confrontés. Il faut dire que depuis 2009, donc le PME accompagne le Burkina Faso dans le développement de son système éducatif et nous évaluons à la date d'aujourd'hui à 141 milliards de francs CFA depuis 2009 l'appui du partenariat mondial pour l'éducation au développement de l'éducation au Burkina Faso. Et donc c'est un partenaire essentiel, privilégié, donc qui vient échanger avec nous sur les défis actuels que nous relevons, la vision, l'orientation, mais surtout sur comment relever les défis nouveaux qui apparaissent, c'est-à-dire la question des écoles fermées en rapport avec l'insécurité qui sévit donc dans certaines parties de notre pays. Le partenariat mondial pour l'éducation est en passe d'élaborer un nouveau programme au profit du Burkina Faso. Le séjour de ces hauts responsables est donc mis à profit pour discuter des contours de ce futur projet. Le premier, c'est d'avoir une groupe de réunion avec, premièrement, le gouvernement et son Excellence, le ministre de l'Éducation, et aussi avec tous nos partenaires locaux, le chef de file du UNICEF, le Grant Agent, il y a un mot pour l'Agence France de développement, et toutes les autres personnes, les partenaires avec qui on travaille ici. C'est avoir une visite conjointe avec le Danemark. Le Danemark est un des plus importants pays donateurs de le PME et un des plus historiques. Et le Danemark est très intéressant dans la situation en général ici avec les choses que le ministre a discuté, la sécurité, mais aussi la santé, l'infrastructure de le water and sanitation, les gens de santé, les filles, et c'est une opportunité pour échange des observations. Les idées. La délégation présente au Burkina Faso compte dans ses rangs la ministre danoise de la coopération et il s'agira pour le Burkina Faso d'exposer à ses partenaires sa vision et ses projets en matière d'amélioration de l'offre éducative.
Nous restons avec le ministre en charge de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro, qui a été interrogé sur la situation des écoles fermées, plus de milliers dans les zones où sévit le terrorisme. Écoutez sa réponse, il parle notamment de la stratégie nationale de scolarisation des élèves dans les zones à défi sécuritaire. C'est que la situation elle est assez variable. Il y a des ouvertures. La semaine dernière, on a eu des ouvertures. Hier encore, on a eu des ouvertures. Il y a des situations aussi de fermeture. Donc, au regard de cette situation qui prévaut depuis, on va dire, 2016 dans notre pays, nous avons élaboré et adopté, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, une stratégie nationale de scolarisation des élèves dans les zones à défi sécuritaire. C'est une stratégie sur 5 ans. Donc, cette stratégie prévoit un certain nombre de mesures pour la réouverture. La première mesure, c'est la sécurité. Et malheureusement, on ne peut pas évoquer les questions, les actions qui sont menées sur le terrain. Mais vous constatez au fur et à mesure que des efforts sont faits. Et nous travaillons par exemple actuellement à faire en sorte que dans toute la province de la Kompienga, par exemple, on puisse rouvrir d'ici là. Et donc ce travail va se faire au fur et à mesure que la sécurité s'améliore. Donc nous sommes en parfaite collaboration avec le ministère de la Sécurité et de la Défense. Et pour cela, maintenant à côté de cela, il y a d'autres défis que nous devons relever qui sont donc inscrits dans la stratégie, qui vont permettre donc de pouvoir ouvrir progressivement donc les écoles. Et accompagné de cela aussi, en fonction des ouvertures et du niveau des élèves, donc il est possible que les calendriers scolaires soient réaménagés dans certaines régions pour permettre donc à ces élèves-là d'avoir un temps d'enseignement suffisant pour avoir le minimum pour passer en classe supérieure ou passer des examens spéciaux. Les efforts pour faire de l'école burkinabé un havre d'apprentissage et d'excellence, c'est à tous les niveaux. Et nous retrouvons encore une fois le ministre en charge de l'Éducation nationale, cette fois-ci aux côtés de la Première Dame, à la cérémonie de distinction des communes ayant la meilleure restauration en cantine scolaire. Alfred Thierry. Ce sont eux les lauréats du prix de la commune ayant la meilleure restauration en cantine des écoles primaires publiques du Burkina Faso, un jeu concours qui met en compétition les communes du Burkina. Sur 65 présélectionnés, 20 communes ont été retenues pour leurs efforts dans l'acquisition, la quantité et la qualité de la dotation en vivre en faveur des élèves. 5 ont été primés pour la qualité du repas servi, avec en tête la commune de Komti-Ipala. La commission d'attribution des marchés est composée de la PRM, la personne responsable des marchés, un représentant de l'inspection, parce que c'est les bénéficiaires, les institutions d'enseignement de base, c'est les bénéficiaires, plus le contrôle financier. Ce sont ceux qui sont dans la commission, et c'est grâce à cette commission-là que le prix est revenu à Komti-Ipala. La distinction de ce soir, véritablement, nous a beaucoup surpris, parce que véritablement, dès que nous sommes retrouvés parmi les 5 meilleurs, c'est une grande surprise. Mais je dois dire que, comme c'est un prix qui est indexé sur la qualité de la restauration en cantine scolaire, nous, en tout cas, à partir de l'année, pour les 2 années 2017 et 2018, il faut dire que tout le système éducatif peut témoigner. En tout cas, nous savions nous-mêmes, en tout cas, que nous allions faire véritablement du boulot. La première édition de ce jeu concours voulu par le ministère en charge de l'Éducation nationale vise à susciter le goût de l'apprentissage sur les enfants et à améliorer le rendement des élèves. On recommande aux mamans de nourrir leurs enfants jusqu'à ce qu'ils aient poussé des dents, afin que ceux-ci nourrissent leur maman jusqu'à ce qu'elles aient perdu leurs dents. Nous avons donc tous la responsabilité d'assurer une éducation et une formation de qualité à tous les enfants du Burkina Faso, malgré le contexte de crise sociale, de crise économique et sécuritaire qui prévaut ces dernières années. C'est après cela que ces enfants seront des jeunes femmes et hommes outillés pour servir leur nation dans sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur. Placée sous le marrainage de la Première Dame, l'initiative rencontre l'assentiment des acteurs intervenant dans la chaîne de l'éducation. Et pour cause, salue fortement cette initiative qui vise l'amélioration de la qualité de la restauration scolaire et de la valorisation des produits locaux servis dans les cantines scolaires des écoles primaires publiques du Burkina Faso. Je suis convaincu
que ce concours va stimuler davantage les collectivités locales qui, en rivalisant d'ardeur pour la qualité de leurs prestations, vont mieux s'investir pour un rendement scolaire optimal grâce à la valorisation des denrées alimentaires locales. Des dons en nature et en espèces ont été offerts aux lauréats. Une levée de fonds a été organisée pour remplir les caisses du MENA-PLN en faveur des enfants. Et au lendemain de cette cérémonie, c'est-à-dire aujourd'hui 6 mars, Sika Kaboré a fait un geste à l'endroit des forces de défense et de sécurité, une ambulance et des produits pharmaceutiques. Voilà le don de la première dame aux soldats burkinabés engagés dans une lutte sans merci contre le terrorisme. Sandrine Zougouri. Dans l'élan général de soutien aux forces de défense et de sécurité, l'épouse du chef de l'État burkinabé Sika Kaboré apporte sa contribution, une ambulance et quelques produits, de quoi assurer les premiers soins sur le terrain. Nous sommes sur plusieurs fronts. Et en étant sur plusieurs fronts, il nous faut obligatoirement trouver des moyens pour mettre dans chaque zone pour pouvoir relever nos blessés très rapidement et les amener dans les formations sanitaires. Donc, cette ambulance, je peux vous assurer que dès qu'on va recevoir, ça ne va pas rester à Ouagadougou, ça va partir déjà sur la zone. Je peux même vous dire que ça ira à l'est dès demain. Donc, ça veut dire que c'est vraiment important pour nous. On avait besoin et nous en avons toujours besoin. Selon l'épouse du président du Faso, personne ne devrait rester indifférent face aux difficultés que vivent les forces de défense et de sécurité. Les soutenir moralement et matériellement, c'est une manière de les rendre plus performants sur le terrain. Je suis sensible aux efforts que fournissent nos forces de défense et de sécurité pour combattre l'extrémisme violent et assurer l'intégrité du territoire burkinabé. Et ayant pu acquérir cette ambulance, j'ai décidé de le leur remettre parce que je pense qu'ils en ont grandement besoin. Donc, valeur du don, 20 millions de francs CFA. Parlons mode, mais aussi décoration intérieure et ameublement ou encore industrie créative, c'est ce qu'on appelle le lifestyle. Et pour permettre aux petits artisans qui le pratiquent de mieux s'insérer dans le marché international, le projet mode éthique du Centre du commerce international Burkina et Mali a été mis en place. Une réunion s'est tenue à Ouagadougou pour en faire le bilan à sa deuxième année de mise en œuvre. Reportage, Luc Pabelgem. C'est un projet qui vise à réduire la pauvreté en permettant à des artisans marginalisés de pays en voie de développement de s'insérer dans le marché international du lifestyle qui comprend la mode, la décoration intérieure, l'ameublement et les industries créatives. Le projet mode éthique du Centre du commerce international Burkina Faso et Mali est à sa deuxième année de mise en œuvre. Cette réunion a servi à faire l'état d'avancement du projet afin de relever les difficultés et de dégager des perspectives. C'est un projet qui est financé avec l'accompagnement de l'Union européenne et qui intervient au Burkina Faso et au Mali. Donc il intervient surtout dans l'accompagnement, l'assistance des artisans intervenant dans les domaines du textile, notamment dans les tissages traditionnels. Et il les accompagne en termes de renforcement des capacités et d'accompagnement sur le marché international, de sorte que les artisans qui sont appuyés dans le cadre du projet produisent pour un marché qui a été identifié et qui est durable. Ethic Mode plaide pour une valorisation du pain tissé. Or, à ce niveau, les acteurs notent une absence d'usine de teinture qui aurait permis de produire des pains de qualité. Des facilitateurs pour développer des capacités, pour développer des réseaux de marché à l'international, dans la région et aussi au niveau local, pour faciliter réellement le développement des ressources humaines locales. Et c'est dans le domaine du tissage, de la valorisation du coton. J'entends beaucoup parler de coton, j'ai trouvé beaucoup de projets, beaucoup de choses, mais il n'y a pas beaucoup centré sur les marchés, qui est tiré par le marché et centré sur le développement réel des capacités des ressources humaines de jouer son propre travail et son propre rôle sur le marché. À terme, le projet Mode éthique compte toucher plus de 2000 artisans. Jusque-là, plusieurs bénéficiaires sont répertoriés au Burkina Faso et au Mali qui travaillent sur des commandes du marché international.
Le dossier de ce journal, il est consacré au pagne du 8 mars. Vous le savez, hier, le CFOP a soulevé une polémique sur la couleur du pagne qui ressemblerait trop à celle du MPP. Eh bien, nous sommes allés sur les marchés. Le pagne est de couleurs diverses. Mais le défi majeur ici, c'est la question de la multitude du pagne au-delà de l'accessoire officiel. Eh bien, cette année, l'ordre semble avoir été respecté. C'est ce que nous fait constater Arsène Konditamde. À 48 heures de la célébration de la Journée internationale de la femme, les pagnes de la cérémonie commémorative continuent de se vendre comme de petits pains. Si les années précédentes, la multiplicité des motifs de pagnes a failli gâcher la fête, cette année, le ministère en charge de la femme a voulu limiter la casse. Seulement 2 pagnes ont été mis sur le marché, l'un tissé, estampillé du logo du ministère de tutelle et du thème de cette édition. L'autre imprimé est marqué par les mêmes éléments et disponible en différentes couleurs. Cette année, l'organisation est très meilleure. Bon, vu le modèle, si le modèle est unique chaque année, comme cette année-là, c'est bien. On est toutes contentes du motif. Et maintenant, avec les différentes couleurs, chacun choisit selon son teint. Voilà. Cette année, en tout cas, c'est meilleur. Les pagnes imprimés sont disponibles en plusieurs couleurs. Le vert serait en rupture de stock. Conséquence, le prix a grimpé et une autre variante a fait son apparition. Ce que je tiens là, ça fait 7 000. Parce que c'est la première couleur qui était sortie. Et maintenant, on a échangé avec une autre couleur parce que ça n'a pas été suffisant. Voilà, ils ont changé avec cette couleur. Voilà pourquoi ce vert-là, qui est à ma droite, se fait rare. Voilà pourquoi ça coûte 7 000. Chez cette autre vendeuse, tous les pagnes sont conformes à ceux validés par le département de Laurence Ilboudo Marchal. Ici, le prix du pagne de couleur verte ne connaît pas d'augmentation et il est disponible en quantité suffisante. Non, c'est faux. Voici le verre ici. Il coûte 6 000 francs, conformément à la décision du gouvernement. Je les vends à ce prix. Je n'ai pas besoin d'augmenter le prix. Pour ceux qui vendent à plus de 6 000 francs, c'est une décision personnelle. C'est à Zabr-Daga, dans le centre-ville de Ouagadougou, que nous retrouvons l'entreprise bénéficiaire de l'appel d'offres de production et de distribution du pagne imprimé. Les responsables assurent, tout a été mis en œuvre pour qu'une rupture ne soit enregistrée et la différence au niveau des couleurs vertes a été sciemment faite. C'est le commerce, hein, vous savez. Les couleurs qui sont les plus prisées sont les plus vendues. C'est normal que certains commerçants veulent ajouter quand même quelque chose là-dessus. Sinon, à la boutique, nous vendons toutes les couleurs au même prix. Voici les 2 couleurs. Voilà. Toutes les 2 couleurs sont vendues au même prix. Et il n'y a pas eu de rupture de stock. Il y en a pour tout le monde. Depuis quelques jours, une polémique est née et porte sur l'une des couleurs retenues pour les pagnes officielles du 8 mars. La couleur orange pose problème. Pour le chef de file de l'opposition politique lors de sa dernière conférence de presse, la couleur orange est la couleur officielle du parti au pouvoir. Là encore, l'entreprise Caratex dit avoir fait le choix des couleurs en tenant compte d'arguments purement commerciaux. Non, jamais. Non, jamais. Non. Nous sommes des concepteurs, nous sommes des designers. Nous sommes d'abord des vendeurs. Voilà, nos couleurs c'est les couleurs que nous estimons qui sont jolies, que nous mettons en place. Voilà. Nous ne faisons pas de politique. Voilà. Les différents acteurs rencontrés ce 5 mars appellent le ministère en charge de la femme à poursuivre ses efforts d'assainissement du milieu. Mis à part la polémique sur la couleur orange, le plan Marshall semble avoir produit ses effets. Et pour terminer ce journal, venons-en à la suite de l'audition des témoins dans le procès du Poutimanké de septembre 2015. Ce 6 mars, Monseigneur Paul Ouedraogo, l'archevêque de Bobo-Dioulasso, qui était à la barre, il juge ambiguë la position de l'un des principaux accusés, le général Diendéré, au cours des événements de septembre 2015. Regardez, voici le résumé de l'audition avec Roméo Koyeta. Monseigneur Paul Ouedraogo était à Bobo-Dioulasso le 16 septembre. Il a été appelé à la rescousse par le général Zagré, chef d'état-major général des armées, au moment des faits pour participer à la rencontre de négociations convoquée par le général Gilbert Diendéré juste après l'arrestation des autorités de la transition. La rencontre a débuté aux alentours de 17 h
au ministère de la Défense. L'archevêque dit donc avoir pris cette rencontre en cours. Lorsqu'il entre dans la salle, il dit avoir entendu le général Gilbert Djendjéré qui faisait un point aux membres de la CRAD. La CRAD, c'est le comité de réflexion et d'aide à la décision. Alors, lorsqu'il entre dans la salle, il entend le général Gilbert Djendjéré dire qu'il était impossible que les éléments du RSP fassent marche arrière. Ce matin, à la barre, le général a tenu à préciser, il dit qu'il n'a pas utilisé le mot impossible, mais il a plutôt dit difficile pour les éléments du RSP de faire marche arrière. L'archevêque dit avoir suggéré qu'une délégation de la CRAD aille les rencontrer. Une fois sur les lieux, les éléments du RSP ont opposé un refus catégorique. Monseigneur dit leur avoir demandé quelle était la solution dans ce cas. Et certains ont répondu que la solution est ce qu'ils venaient de faire, en parlant bien sûr de l'arrestation des autorités de la transition. C'est en ce moment que l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo a cherché à savoir si le coup d'État était consommé. Et des éléments du RSP ont répondu par l'affirmative. De retour au ministère de la Défense, après bien sûr l'échec des négociations, le général Gilbert Djendjéré a dit que le vin était tiré et qu'il fallait le boire dans la mesure où les éléments du RSP n'entendaient plus faire marche arrière. Il a demandé l'accompagnement de la hiérarchie militaire qui ne semblait pas favorable selon l'archevêque de Bobo-Dioulasso. Sur la question du soutien de la hiérarchie militaire à travers la demande du matériel de maintien d'ordre, l'évêque de Bobo-Dioulasso dit n'en avoir pas entendu parler. Mais en ce qui concerne la position même du général Gilbert Djendjéré lors de ces négociations, en ce qui concerne le coup d'État, l'évêque estime que la position du général était plutôt ambiguë, dans la mesure où quelquefois il laissait entrevoir qu'il assumait une situation qui a été causée par les éléments de l'ex-RSP. Mais souvent, il laissait aussi voir qu'il était l'initiateur de ce mouvement. Donc il trouve que l'attitude du général durant ces négociations était vraiment ambiguë, sans toutefois dire s'il était l'initiateur ou pas. Son audition a pris fin ce mercredi 6 mars. L'audience reprend demain, jeudi 7 mars, avec un nouveau témoin. Voilà, et c'est sur ce brillant résumé du talentueux Roméo Koyota que nous refermons ce journal. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire 19h30, ici même. Merci de votre fidélité.